Je me suis dit, qu'est-ce que tu voulais avoir? Qu'est-ce que tu veux aller? C'est quoi, c'est important pour toi? Pourquoi tu es là? Tu dois faire quoi dans ta nouvelle vie? Parce que vraiment, c'est une nouvelle vie. Quand j'ai réussi d'avoir les réponses, la vie est devenue plus claire et plus intéressante pour moi. Pour reconstruire, il ne faut pas dire que, quand j'avais le mauvais passé, toute ma vie s'est influencé de ça. Non. C'est comme vous avez une blessure, le corps, il se construit. Vous aussi, il faut vous construire moralement. Nous, on est capable, on a une grande capacité de reconstruire moralement, si on veut, bien sûr. Lien existant entre personnes considérées comme membres de la famille humaine. Sentiment profond de ce lien. C'est la définition du mot fraternité dans le dictionnaire Le Robert. On la dit souvent malade aujourd'hui, cette fraternité. Certains épisodes de l'actualité nous la dépeignent en lambeaux et nous aimerions la ravauder. Comment être frère si on reste centré sur soi? Si on se prive de la connaissance des autres, différents de nous, mais aussi tellement semblables parfois? Comment savoir que nous sommes frères et sœurs si nous ne nous connaissons pas? Et si la clé était dans le partage de nos récits, de nos expériences, de nos joies et de nos douleurs, de nos moments forts, de nos rencontres, des lieux qui nous ont façonnés? Quand une personne accepte de se raconter, elle dit son intime, mais elle dit aussi l'universel. Et celles et ceux qui écoutent reçoivent une histoire personnelle, mais perçoivent les échos de la vie de cet autre dans leur propre histoire. Et cela devient le terreau d'un commun possible. Dans Mais pas que, le podcast qui va au-delà des préjugés, on se met à l'écoute d'histoires intimes qui disent l'universel, de récits qui peuvent résonner si fort qu'ils peuvent nous changer. Mariam, première. Je m'appelle Mariam, j'ai 40 ans. Et pour l'instant, j'ai suivi une formation sur la comptabilité française. Je suis au cours 5 jours par semaine, comme le temps plein, comme le temps de travail, parce que la formation, elle est par rapport à Pôle emploi. Il faut que je travaille beaucoup chez moi aussi. Quand je rentre, des fois, le prof, il part trop vite et je n'ai pas pu le suivi. Donc, je dois travailler chez moi pour attraper les trucs que je n'ai pas bien compris. J'essaie de profiter de le week-end pour autre chose. Reprendre des études quand on a 40 ans, est-ce que c'est quelque chose d'évident ou est-ce que c'est un petit peu difficile de s'y remettre? Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand tu apprends une autre langue. Parce que la langue professionnelle, les détails, les tous, il faut tout reprendre. Il faut que tu mettes à côté tout ce que tu as déjà appris. Et il faut recommencer à apprendre à d'autres façons, d'autres manières. C'est pas très très facile, surtout quand on est un peu plus âgé. Ça rentre pas très très facilement, mais ça va, j'essaie de... Ça rentre pas très facilement, ça veut dire que la mémoire, elle est moins vive que quand on est plus jeune? C'est pas que la mémoire, elle est plus vide. En fait, quand on est jeune, on a moins de responsabilités. Il y a beaucoup de parties de la vie, elle est gérée par les parents, les autres. Quand on est plus âgé, on doit gérer la vie, tous les papiers, toutes les choses, et on a beaucoup de choses dans la tête, donc on n'est pas capable de bien concentrer sur le cours ou ça. Est-ce que malgré tout, c'est une chance de pouvoir faire une formation? Est-ce qu'il y a aussi des choses positives quand on fait une formation à l'âge adulte? Oui, bien sûr, ça te permet de mettre à jour tes connaissances. Pour moi, ça me permet de connaître, par exemple, les comptes français, les fiscalités français, la paye, les droits de travail français. Bien sûr, il y a une grande chose, des nouvelles choses.
Après être avec les autres personnes, on est un peu 4 ou 5 étrangers dans la classe. Et en même temps, on parle. Ça nous permet de connaître les autres cultures, les autres. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette formation-là, en fait ? Comment vous avez construit ce parcours de formation que vous faites ? Je me suis inscrite à Pôle emploi. Après, je trouvais que pour travailler dans mes domaines, le compta, j'ai besoin de mettre à jour mes connaissances. C'était pas facile parce que la conseillère de Pôle emploi, elle n'est pas très informée. Donc, je n'ai pas pu avoir tout de suite la formation qu'il me fallait. Mais bon, finalement, j'ai aussi passé l'examen de rentrée. Et voilà, je suivi la formation, voilà. Si la conseillère Pôle emploi n'était pas au début très favorable à ce que vous fassiez une formation, c'est parce que vous étiez déjà très bien formé, mais sauf que vous n'étiez pas formé en France, c'est ça ? Oui, c'est ça exactement. Elle a pensé que quand j'ai le diplôme dans mon pays, ça me suffit pour je peux travailler. Mais non, voilà, je dois passer en formation pour connaître la langue professionnelle, la règle française, voilà. Se reconstruire, tout réinventer, retourner à l'école à l'âge adulte. Ce sont des expériences communes à beaucoup de personnes, pour des raisons diverses. Dans le cas de Mariam, ce changement de vie est provoqué par l'exil, la nécessité de quitter son pays pour sauver sa vie. Ils sont nombreux et nombreuses, celles et ceux qui prennent ce chemin, et parmi les défis qui se posent aux exilés, celui de l'insertion professionnelle n'est pas le moindre. Le chemin est souvent tortueux, difficile et même incohérent en raison des obstacles qui se dressent sur la route. En France, les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler pendant le temps de l'examen de leur demande, ce qui les exclut aussi globalement de la formation professionnelle. Difficile donc de mettre à profit ce temps d'attente pour construire un projet, à moins de contourner la loi ou de trouver des interstices dans le flou juridique. Ensuite, lorsqu'une personne obtient le statut de réfugié, elle a le droit de travailler. Les choses deviennent plus simples, mais les obstacles demeurent nombreux. Difficile par exemple, voire impossible, de faire reconnaître les qualifications et diplômes obtenus dans le pays d'origine. La nécessité de gagner sa vie oblige souvent à accepter des emplois peu qualifiés et mal payés. Autre solution, se lancer dans une formation comme l'a fait Mariam. Et puis, il y a toutes celles et tous ceux qui n'obtiennent pas le statut de réfugié et qui restent en France, on les dit sans papier. Ils vivent souvent en travaillant au noir et contribuent pourtant largement à faire fonctionner les secteurs importants de notre économie. Mariam, deuxième. Je m'appelle Mariam, j'ai 40 ans, je suis iranienne et je suis venue en France en 2019. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous êtes arrivé en France, vraiment au tout début, et de ce qui vous a frappé, peut-être étonné ? Oui, ça me touche beaucoup ce moment parce que c'est le moment très très difficile. Tu sais pas tu vas où. Tu as beaucoup de choses dans la vie, tu as construit beaucoup de choses, mais finalement tu le laissais. Et tu pars avec juste une valise, tu laisses toute ta famille, toutes les choses, toutes les amis, sans rien, tu pars dans un endroit que tu connais pas. C'est vraiment difficile, même tu sais pas parler la langue. T'as peur de tout le monde. En même temps, il y a un mélange de peur et un mélange d'espoir, les deux ensemble, mais bon, je peux pas expliquer avec les mots. C'est vraiment difficile avec les mots expliquer cette émotion. L'espoir, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait ? Qu'est-ce qui fait que vous avez de l'espoir ? J'ai quitté mon pays parce que j'avais des difficultés là-bas. Et l'espoir de reconstruire une nouvelle vie avec une nouvelle chose. Et le peur de quitter tout ce que tu as déjà connu, et le peur d'être face à face à les difficultés que tu connais. Je ne te connaissais jamais dans la vie.
C'est vraiment... En fait, c'est comme que tu marches dans le noir. Tu sais pas, tu vas où, qu'est-ce qu'il arrive. Mais bon, comme en même temps, tu dois passer, tu dois avancer. Si on prend cette image-là, qui est très parlante, de marcher dans le noir, est-ce qu'il y a un moment où vous avez arrêté de marcher dans le noir, ou est-ce que aujourd'hui encore vous marchez un peu dans le noir? Non, aujourd'hui, je pense que quand tu commences à apprendre la langue, tu commences à connaître les gens, tu vas avoir les amis, ça devient petit à petit lumineux, la lumière qui devient petit à petit. Je pense qu'après certaines années, peut-être 2 ans ou 3 ans, ça doit être intéressant et tu es contente de cet courage que tu as mis dans ces chemins, parce que finalement, je me suis rendu compte que c'est vraiment une nouvelle vie. Tu peux le construire, en même temps c'est joli. C'est pas facile, franchement, parce que tu peux jamais être dans la même situation que tu étais avant, mais bon, c'est une autre vie, c'est très très intéressant. Et pour continuer, il faut avoir le courage aussi. Est-ce qu'il y a un moment où la peur s'arrête, disparaît? Parce que vous disiez au début, peur et espoir. Et il y a un moment où on n'a plus peur, où c'est assez lumineux pour ne plus avoir peur? Ça dépend de l'intérieur. En fait, je pense que dans 5 ou 6 mois, le premier mois, je n'ai pas envie de rencontrer les autres parce que je me sens qu'il faut que d'abord je me reconstruis dedans. Il faut tout accepter quelque chose. Si tu n'arrives pas à accepter quelque chose dedans de toi, tu n'arrives pas à communiquer, à avoir une bonne relation avec les autres, avec les nouvelles situations. Et ça m'a aidé beaucoup parce que 5 ou 6 mois, j'étais toute seule, mais j'étais dedans. Je me suis dit, qu'est-ce que tu voulais avoir? Qu'est-ce que tu veux aller? C'est quoi, c'est important pour toi? Pourquoi tu es là? Tu dois faire quoi dans ta nouvelle vie? Parce que vraiment, c'est une nouvelle vie. Et quand j'ai réussi d'avoir les réponses, la vie est devenue plus claire et plus intéressante pour moi. Et les réponses, c'est vraiment en vous que vous les avez trouvées, ou il y a eu aussi de l'aide extérieure, du dialogue? C'est un mélange. L'extérieur, c'est un peu dans les croyances, c'est un peu dans toi, dans la personnalité. Il faut que tu n'aies pas peur à dire que je me suis trompée à tel moment, non, je ne fais pas bien. Si tu as peur, il faut que tu poses la question à toi, il faut te trouver où tu as fait les fautes, tu veux aller où. Et pour réussir, il faut mettre combien d'énergie et comment. Comme ça, tu as un chemin un peu plus clair. Et si tu vas avoir les difficultés, tu sais que le destin est tellement intéressant que je passe de cette difficulté. Dans cette période-là où vous n'aviez pas encore répondu à toutes les questions, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes demandé si vous aviez fait le bon choix? Est-ce que vous avez douté de votre choix de quitter l'Iran? Oui, en fait, ça dépend de que tu penses à quoi. Si tu penses à la situation que tu as ou la famille, oui, toujours elle m'a manqué, même maintenant. Mais si tu penses que, peut-être j'ai autre chance pour construire la vie dans d'autres endroits vraiment différents de mon pays, c'est une peut-être chance. Et quand tu penses à ça, c'est un peu plus joli les parcours que tu devrais passer pour réussir, voilà. Et du coup, ça veut dire que votre pays, vous essayez de ne pas y penser, ou vous y pensez mais il y a une place, faut pas que ça prenne trop de place. Enfin, quel est aujourd'hui votre lien avec votre pays, votre famille, et puis l'actualité aussi, parce qu'on parle de l'Iran, alors un peu moins maintenant, mais on en parle quand même dans les médias. Oui, l'actualité de l'Iran, c'est pas facile. Je connais toutes les difficultés de les gens qui sont là-bas. Mais bon, je peux rien faire. Je suivis les nouvelles, les titres grands titres, mais j'essayais de rentrer pas beaucoup dans les détails
parce que c'est un peu passé. Et deuxième chose, je peux pas rester dans le mal qui m'a donné ça. Et je dois reconstruire et j'ai besoin de mon énergie pour autre chose. Mais si je peux aider les gens là-bas, avec plaisir. Mais bon, c'est vraiment les gens là-bas qui vouloir changer. Et est-ce que dans un coin de votre tête, il reste la question de peut-être un jour je retournerai vivre là-bas? Ou est-ce que ça fait pas partie et que aujourd'hui c'est la France où vous vous projetez? En fait, le seul motif que je veux retourner là-bas, c'est ma famille ou mes amis. La France, maintenant, c'est comme mon pays. Hein. J'adore les gens ici, j'adore tous ici, j'adore ma vie ici. Je me sens pas étranger en France. Je me sens que, juste mes parents, ils vivent dans d'autres endroits, dans la planète. Voilà, c'est la planète, c'est ma maison. Et du coup, ça veut dire que vous gardez des liens avec votre famille, vous leur parlez régulièrement? Oui. Grâce aux réseaux sociaux, maintenant, c'est pas difficile. Bon, les réseaux sociaux, là-bas, c'est un peu filtré, c'est pas trop facile, mais quand même, j'ai le contact avec ma famille, voilà. Alors, vous avez dit aussi que ce qui était difficile à abandonner, en plus de votre famille et vos amis, c'était votre situation. Qu'est-ce que vous faisiez avant de partir? J'ai travaillé dans une banque pendant 13 ans. Et vous étiez même directrice d'une agence, c'est ça? Oui. Malgré de toutes les difficultés pour les femmes, j'ai réussi d'avoir une bonne situation. C'était un peu dommage que j'ai obligé de quitter, voilà. Et c'était rare, ça, une femme directrice d'agence bancaire? C'est pas très courant. Généralement, c'est un peu difficile pour les femmes pour trouver le travail parce que les priorités, c'est les hommes. Et des fois, les enfants, ou les maris, ou les parents, ils ne permettent pas que les femmes travaillent. Alors, il faut être très courageux pour trouver un bon travail et monter dans le travail. Justement, ça, qu'est-ce que ça vous a fait de vous trouver dans un pays où tout n'est pas parfait non plus, dans le statut des femmes, l'égalité qui n'est pas encore tout à fait parfaite, mais où quand même les femmes ont beaucoup plus de liberté qu'en Iran. Comment vous avez vécu ça intérieurement? Quand je suis venue ici, après quand j'ai observé la vie ici, toujours je me posais une question. Je dis, si la vie elle est tellement facile et on peut profiter de beaucoup de choses, pourquoi on avait la vie tellement difficile? Les femmes, ils sont limitées dans beaucoup de choses. Il y a des stress, il y a des peurs toujours avec nous. Bon, c'est triste. Après, je me sens que, il y a certaines années de ma vie étaient perdues là-bas. Et ici, peut-être, je peux pas le retrouver, mais je peux recommencer à vivre à l'autre façon. Bon, c'est tellement triste parce que les femmes, ils sont pas en bonne situation là-bas. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses là-bas. Voilà. Mais donc, c'était plutôt la tristesse de ce qui se passait là-bas, plutôt que la joie de vous pouvoir maintenant vivre cette liberté-là, où il y a eu aussi cette joie-là de se dire, maintenant, je peux faire des tas de choses que je ne pouvais pas faire avant. Oui, après, les choses, c'est pas forcément grand-chose. Quand tu n'as pas de voile, quand tu es devant dans les chevaux, tu te sens l'air sur ton corps, c'est déjà agréable. C'est une chose que, là-bas, tu peux pas le sentir en public. Tu peux pas aller librement avec tes amis. Dans beaucoup d'endroits, tu peux pas voyager toute seule là-bas. C'est les trucs comme ça. Peut-être pour vous, c'est évident. Tu dis, c'est normal. Mais pour nous, c'était pas normal. Et c'était la première fois que je peux vivre à l'autre façon. Oui, c'était intéressant pour moi. Tout à l'heure, vous avez dit que la comptabilité, donc que vous étudiez en ce moment, c'est différent. Vous aviez besoin d'être formé parce que c'est très différent, les systèmes iraniens et français. Est-ce que justement, en découvrant ces deux systèmes différents,
Ça vous a fait découvrir aussi des différences entre la mentalité française, pas seulement sur la compta, mais en général, et la mentalité iranienne. Oui, en vivant en français et en étudiant la compta, j'ai découvert les différences. Par exemple, pour comptabilité, comme vous avez dit, je me suis rendu compte qu'ici, il y a beaucoup plus de détails sur les règles de travail, les lois de travail, il y a beaucoup plus détaillé sur les façons de comptabilité. Après, je pense que les Français, ils aiment bien les détails, même dans la langue, on peut le comprendre. Si on compare avec l'autre langue, on dit qu'il y a beaucoup de règles. Et des fois, je me posais une question, c'est qui a inventé cette règle? Après, ce que j'aime beaucoup, c'est le sens de l'humour des Français. J'adore cette sens d'humour. Même dans le film, un peu rigolo, le film d'humour, je te trouvais très, très rigolo et très, très intéressant. J'adore les subtilités de les Français. Après, je pense que les Français, ils aiment bien profiter de la vie, ils aiment bien prendre le temps pour profiter de la vie. Ça m'intéresse aussi, c'est ça, voilà. Et alors, quels sont nos défauts? Défauts, je pense qu'ils parlent beaucoup. Désolée. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez votre vie ici et que vous ne vous sentiez pas étrangère. Qu'est-ce qui fait ça, en fait? Tout d'abord parce que, franchement, les Français, ils sont très, très, très accueillants. Je leur remercie beaucoup. Ils acceptent beaucoup de choses, ils acceptent les différentes cultures, ils ont patience d'entendre l'autre chose, même s'ils sont pas d'accord avec ça. Ils jugent pas facilement les autres et je trouve que vraiment c'est ça que ça m'a donné d'être un peu à l'aise ici. Je te trouve intéressant ici. Comment vous avez rencontré des Français et des Françaises en fait? C'était pas facile parce que j'ai passé 2 ans de Covid en France et c'était vraiment, je n'ai pas d'opportunité pour avoir les connaissances. Mais bon, après, avec les réseaux GRS et les réseaux Welcome, j'avais la chance de vivre avec les familles françaises. Ils sont vraiment adorables. Ça me permet de connaître un peu la culture française. Après, c'était dans le cours de la langue française. Voilà, maintenant dans la formation, oui, je rencontre les gens comme ça. Et j'espère que bientôt dans le travail. Dans le cadre du programme Welcome de JRS, vous avez été accueillis dans plusieurs familles. Dans combien de familles? J'étais accueillie dans 4 familles. À chaque fois, 5 semaines dans chaque famille et totalement 6 mois dans le réseau Welcome JRS, oui. Cette période-là, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu des choses importantes, ça vous a apporté des choses, il y a eu des difficultés peut-être aussi? Vraiment, c'est une chance. Parce que, bon, déjà, comme tu es loin, tu connais pas personne, toujours t'as peur de connaître les Français et tu te sens un peu loin. Mais quand tu rentres dans les familles et tu vivres avec les familles, ça te soulage en fait, ça te permet de un peu être à l'aise et de dire, ah ouais, ils sont comme nous, ils ont quand même la difficulté qu'on avait. Parce que des fois, les gens, ils pensent que wow, les Français, ils ont aucun problème, ils ont une belle vie. Mais tu te rends compte que non, on est tous les humains, on peut avoir les mauvais temps, les bons temps. Et après, c'est intéressant parce que tu te sens beaucoup plus adapté, intégré que les personnes qui font jamais dans le réseau. Par exemple, si moi je me compare avec les Iraniens qui sont venus, mais ils étaient en famille. Avec moi, qui vivre avec les Français, on a différents points de vue, on a différentes expériences. Maintenant, je sais bien contacter, je connais bien les Français qu'eux. Et c'est pas difficile de s'intégrer à la vie d'une famille qui a ses habitudes, son rythme de vie. Vous arrivez là, le premier jour, c'est comment? Personnellement, j'aime bien découvrir les choses. Ça dépend de gens. Pour moi, non, c'était pas facile. Au contraire, c'était intéressant.
Mais peut-être, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les chats ou les chiens, on n'aime pas peut-être l'alcool ou le truc. Peut-être ça les embête, mais moi non. J'avais les bons moments et j'ai découvert les belles choses avec les familles. On a participé à cette loisir, on est parti, se promenait, on parlait avec beaucoup de choses. Par exemple, elle m'explique un peu en regardant le télé, elle m'explique par exemple les cultures ou les choses ou les recettes françaises. C'est intéressant, c'est une grande chance pour moi. Est-ce que vous vous imaginez, vous, un jour, faire ce qu'ils font ? C'est-à-dire accueillir peut-être chez vous des personnes qui arriveraient d'ailleurs ? Ah oui, oui, j'ai déjà pensé à ça. Ouais, je me suis dit, si un jour j'aurai la possibilité d'accueil en maison, les possibilités, bien sûr, je vais le faire parce que quand il m'aide, je me sens qu'il faut que j'aide à d'autres personnes pour continuer ce chemin. Mariam, 3e. J'aime bien avoir un statut social, des bons amis, voilà. Quand vous parlez de se reconstruire, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir besoin de se reconstruire. Ça peut être parce que, comme vous, on a dû fuir son pays. Ça peut être aussi, on est resté en France, mais on a eu une enfance très difficile ou un drame dans sa vie. Enfin, il y a plein de raisons pour ça. Est-ce que vous auriez des conseils ou des clés à donner aux personnes qui ont besoin de se reconstruire, à partir de votre expérience à vous? Pour reconstruire, la première étape, il faut mettre à côté les égos. Ça veut dire que si vous vous trompez déjà, c'est pas la raison que vous devrez vous tromper encore. Il faut pas avoir peur de dire que je me suis trompée, je devrais faire autre chose. Non. Dès que vous trouvez que la place que vous êtes maintenant, c'est pas la place que ça vous plaît, ça veut dire que les méthodes que vous aviez, ça marchait pas. Et il faut changer la méthode, il faut peut-être changer une petite chose, un petit habitude, voilà. On se rend compte pas que des fois les petites habitudes, ça change beaucoup de choses. Pour reconstruire, il faut pas dire que quand j'avais le mauvais passé, toute ma vie, ça a influencé de ça. Non. C'est comme vous avez une blessure, le corps, il se construit. Vous aussi, il faut vous construire moralement. Nous, on est capable, on a une grande capacité de reconstruire moralement, si on veut, bien sûr. Dans une blessure physique, souvent, il reste une petite cicatrice, petite ou grosse, ça dépend. C'est un peu pareil dans la reconstruction ? Oui, mais une petite trace, ça ne vous jamais empêcher de vivre. Il ne faut pas permettre la trace que vous empêche de profiter ou de changer la vie. Vous venez d'écouter Mais pas que, le podcast RCF qui va au-delà des préjugés. La saison 1, Exilés mais pas que, est coproduite avec JRS France. Pour découvrir d'autres portraits de personnes exilées mais pas que, rendez-vous sur le site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant de petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de récits de vie, il y a aussi tous nos autres podcasts, par exemple Les colères de l'abbé Pierre ou encore Sacrés aventuriers, le podcast familial qui donne foi en l'humanité. Bonne écoute!